J'ai peur. Ah bon, d'accord. Euh, que se passe-t-il? Je ne sais pas pourquoi, c'est un sentiment diffus. J'ai peur, j'ai des choses qui tournent dans ma tête. Ben, je voudrais que ça s'arrête. Ça pourrait vraiment être le moment de faire une bonne introspection, de faire le point, d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de toi, non? Ça m'aiderait, tu crois? Pourquoi pas juste une bonne séance d'hypnose? Tu me reprogrammes, j'oublie que j'ai peur, j'ai plus mon problème, et c'est tout. Tu veux un tour de magie, en fait. Oui, autrefois, tu sais, on aurait dit que tu empruntes la voie du sorcier, que tu cherches un raccourci. Et ce n'est pas très bon, tu sais. Certains, aujourd'hui, cherchent encore ce type de raccourci. Des charlatans, bien souvent. Ne plus avoir peur, sans avoir besoin de faire le moindre effort sur soi. C'est une histoire vieille comme le monde. C'est très humain, en fait. Je vois ce que tu veux dire. Mais des fois, j'ai tellement peur, j'anticipe tellement tout que je voudrais juste que ça s'arrête. C'est humain, plus on souffre et plus on veut une solution rapide, immédiate. C'est proportionnel à la souffrance qu'on éprouve déjà. Tu vas me proposer d'y aller avec ma peur, mes blocages ou ma douleur, de discuter, d'en comprendre quelque chose. C'est ça? Non, pas du tout. C'est des choses qui peuvent aider, mais moi je suis un classique. Je peux te proposer autre chose. Ah oui? C'est quoi alors? Domestiquer tes instincts, te surmonter toi-même, aller au-delà de ce que l'on a appelé le voile de l'illusion. Mais sans doute qu'en chemin, tu vas comprendre certaines choses sur toi-même et que ces choses-là t'aideront. Tu es sûr que tu veux juste pas m'hypnotiser, on n'en parle plus? Oh, il y aura de l'hypnose, hein, et beaucoup. Et sans doute aussi certaines autres choses qui ont vécu dans les cultures de l'Orient et de l'Occident. Tu connais l'histoire de Gilgamesh? C'est un héros sumérien, mi-homme, mi-dieu. Il avait très peur lui aussi. Mais il a cheminé, il a beaucoup cheminé. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau thème Psychonautes dans lequel j'ai plaisir à vous retrouver. Si vous vous rappelez de moi, c'est parce que j'avais déjà eu le privilège de vous proposer quelques expériences autour de la douleur. Aujourd'hui, nous allons tourner nos regards vers d'autres horizons et plonger ensemble dans les sources anciennes de l'hypnose qui vont nous faire remonter très loin dans le temps, jusqu'à l'Antiquité, voire peut-être même jusqu'à l'aube de l'histoire. Historien de formation, ayant eu ensuite à travailler dans un service de réanimation en tant qu'hypnotiste, j'ai éprouvé le besoin de replonger dans les archives de l'hypnose, en particulier dans le 19e siècle. J'ai cherché pour mon travail à l'hôpital avec des patients qui ne pouvaient pas parler, qui étaient très diminués physiquement, à m'appuyer sur les travaux de générations d'hypnotiseurs qui ont œuvré à améliorer le sort de l'humanité, notamment face à la douleur, aux maladies nerveuses, à tous les maux qui peuvent affliger l'âme humaine. En tant que passionné, amateur d'hypnose, qui est la plus ancienne forme de psychothérapie en Occident et la mère de la plupart des courants de la psychologie, nous pouvons nous appuyer littéralement sur une masse considérable d'archives, d'idées, de récits et de techniques qui peuvent très largement nous être utiles encore aujourd'hui. L'hypnose, en tant que discipline nommée hypnose, est une vieille dame qui a traversé officiellement plus de 170 années. Au début des années 1850, un chirurgien écossais, des plus à la pointe de son temps, du nom de James Braid, va procéder à une expérience d'abord sur un de ses domestiques, puis sur sa femme, suite à une démonstration sur scène de magnétisme animal. Refusant de croire en l'idée d'un fluide magnétique, à une influence digne des contes de vampires ou de sorcières, il remplaça le mot magnétisme par hypnose. À partir de ce moment-là, la pratique de l'hypnose va progressivement se libérer. Les autorités médicales de l'époque ayant eu la fâcheuse tendance à interdire la pratique et la recherche en hypnose, tant en France qu'en Angleterre ou en Allemagne, il fallut donc attendre James Braid et l'année 1851 pour que les choses commencent à changer, que l'hypnose finisse par gagner peu à peu une forme de respectabilité. La toute première technique de Braid, qu'il n'a pas inventée lui-même, mais que l'on a appelée le braidisme, sera d'ailleurs explorée dans ce thème. Mais dans une version plus agréable, plus adaptée à notre époque. Les premiers cobayes de James Braid s'étant retrouvés soudainement quasi paralysés et à verser de chaudes larmes et en état de choc pendant plusieurs minutes, nous passerons par une adaptation plus douce de sa technique, si cela ne vous oblige pas trop. 170 ans d'existence officielle de l'hypnose donc, mais si on considère son ancêtre direct, le magnétisme animal, de Franz Anton Mesmer, et en partant du moment
où ce tournage a lieu, on peut considérer que l'hypnose a plus de 250 ans. Au cours de ce véritable parcours dédié à l'hypnose ancienne, nous irons néanmoins jeter quelques coups d'œil appuyés plus loin encore dans le passé. Le but étant de récupérer tout un bagage de techniques quelque peu oubliées, mais qui autrefois avaient largement fait leurs preuves. Si l'hypnose existe encore aujourd'hui, c'est presque un miracle si l'on considère les déboires et les persécutions, même par lesquelles sont passés les ancêtres de notre discipline. Condamnations religieuses, moqueries et accusations de charlatanisme, mais surtout interdiction de pratique par les autorités médicales. Et il faudra d'ailleurs beaucoup de courage et même de ruse pour que James Braid ait vent de son existence, notamment grâce à un magnétiste français du nom de Charles Fontaine qui hypnotisa le lion du zoo de Londres pour attirer l'attention de la presse anglaise. C'était vers 1850. Une expérience qui serait plutôt à déconseiller néanmoins, même si l'hypnose animale a toute une histoire, tout un passé. Ce thème, intitulé Hypnose Vintage, va donc nous proposer un aperçu de plusieurs techniques ou manières de créer des états de conscience modifiés. Il va aussi nous permettre de commencer à nous rapprocher de manières de penser, de points de vue assez différents de notre époque par certains côtés. Pour votre confort et pour le plaisir de cette exploration, il m'a fallu néanmoins remanier certaines techniques pour les adapter à notre époque, à notre temps disponible. Car en effet, je ne peux pas décemment vous demander de consacrer des jours, des semaines, voire des années, parfois même, en fonction des techniques qui autrefois étaient utilisées pour des cérémonies religieuses, pour des travaux d'exploration de soi-même, pour des rituels dont les fonctions pouvaient être l'initiation religieuse, comme avec les mystères d'Éleusis que nous allons explorer ensemble. Les anciennes techniques d'avant l'hypnose utilisaient parfois les états de transe pour des opérations magiques ou pour des formes de travail sur soi qui peuvent rejoindre les voies méditatives et la recherche de l'illumination ou de compréhension supérieure. Si l'on voulait vivre les techniques des anciens à leur manière, il nous faudrait réinventer notre psychologie, notre caractère, nos systèmes de valeurs, notre rapport au temps même. Ainsi, lorsque les croisés prirent Jérusalem aux Turcs en 1099, lors de la première croisade, une bonne partie d'entre eux étaient persuadés qu'ils allaient retrouver les bourreaux du Christ afin de leur faire payer leur forfait. Car la notion du passé ou du futur n'était pas perçue, très loin s'en faut, comme aujourd'hui. Les émotions restent les mêmes, mais leur expression était très différente. Par exemple, pour revenir à Mesmer au XVIIIe siècle, qui sera l'un des sujets de notre exploration, c'était tout à fait la norme dans les théâtres, par exemple, dans les opéras parisiens, de pleurer, de gémir à voix haute, de marquer des formes très fortes d'émotions. Tant pour le rire, tant pour les larmes, tant pour la colère, alors qu'aujourd'hui nous sommes davantage discrets quant à l'expression de notre tristesse. Un personnage du XVIIIe siècle, et qui aurait alors été parfaitement intégré en son temps, passerait très certainement de nos jours pour une sorte d'inadapté, une espèce d'hystérique même. Nous serions très certainement des Martiens pour les Grecs, les Sumériens, les différentes époques du Moyen-Âge. Et notre manière actuelle d'angoisser ou de stresser ne se retrouverait sans doute pas à toutes les époques. Aussi, les propositions de ce thème ne sont qu'indicatives. Et plus qu'une reconstitution d'anciennes techniques, il me faudra donc parler d'adaptation, car de toute façon, les archives et les textes ne peuvent décrire tout ce que vivaient tout d'abord ceux qui étaient trop pauvres pour écrire, et puis certains codes sociaux ou certains points de vue qui étaient alors évidents ne le sont plus aujourd'hui et n'ont pas été transmis dans les récits des trans du passé. C'est pour cela que le mot « histoire », la science historique, indique qu'il s'agit à la fois d'un récit, une histoire qu'on raconte, mais aussi d'une enquête. Il nous faut quêter, chercher, comparer, telle une enquête policière, où l'on cherche à retrouver des mobiles, des causes, des motifs. Bref, il s'agira donc surtout de s'inspirer et d'explorer. Ce thème comporte 4 chapitres et se propose d'aller vers 3 possibilités dans la manière de vivre l'hypnose. Il y aura tout d'abord une idée de reconstituer, de se faire plaisir en étant curieux des anciennes manières de décaler son état de conscience. Ensuite, nous aurons pour objectif de renforcer encore davantage votre capacité de plonger en état d'hypnose. Nous allons explorer une hypnose ancienne et qui était chère à des hypnotiseurs du XXe siècle qui s'en sont inspirés, comme Milton Erickson, qui est la grande inspiration de Kevin Finel, ou de personnages étonnants qui ont œuvré au retour de la pratique hypnotique en France après la Seconde Guerre mondiale, car l'hypnose avait peu à peu sombré dans l'oubli. On peut citer le psychanalyste devenu hypnotiseur François Roustan ou Léon Chertok,
psychothérapeute lui aussi, qui font d'étonnantes expériences qui montrèrent l'impact potentiel concret de l'hypnose sur le corps. Et avec ces hypnotiseurs du passé, il s'agissait avant même de démarrer une thérapie ou de poser des questions, de mettre la personne en hypnose et de laisser se produire certaines autorégulations, certaines autocorrections qui se faisaient toutes seules. C'est ce que l'on appelle l'hypnose sèche. Cette hypnose sèche est une hypnose sans objectif défini, sans objectif conscient. Un médecin et psychiatre tel Pierre Janet pourra ainsi déclarer au début du XXe siècle que l'état d'hypnose est par lui-même curatif, au sens émotionnel évidemment. Le troisième objectif de ce thème concerne une capacité particulièrement recherchée dans l'hypnose classique, la capacité à vivre des suggestions post-hypnotiques, c'est-à-dire des suggestions dont les effets désirés se déroulent à retardement. Nous verrons cela au fur et à mesure en détail. Au menu de cette exploration, 4 chapitres donc. Le premier chapitre, intitulé « Initiation », sera consacré à des formes antiques et médiévales de décalage des états de conscience. Il s'agit en partie d'une narration ayant pour but de vous emmener peu à peu dans une exploration de strates profondes de vous-même, de reconnecter peut-être même au passé de vos ancêtres, à d'antiques manières de ritualiser la transe. Si nous existons aujourd'hui, c'est parce que nos ancêtres ont lutté, ont affronté des maladies, des épidémies, surmonté des violences, des prédateurs, des catastrophes naturelles, tous les accidents de l'histoire. Et leur psychologie et leur capacité à prendre du recul sur les coups du sort, et pas simplement la chance ou le destin, ont joué pour beaucoup dans notre existence même aujourd'hui et dans leur survie. Allons explorer donc, dans ce premier chapitre, l'antiquité de l'hypnose. Le deuxième chapitre est consacré à ce que l'on nommait les rituels d'incubation. Il s'intitule « Le temple du sommeil ». Rencontre avec le sacré, exploration des rêves sont au programme, sous le patronage d'une divinité qu'il vous faudra choisir, ou d'un archétype, si vous préférez. Le troisième chapitre, intitulé « Les dispositifs hypnotiques », va être une manière de jouer avec des objets réels ou imaginaires rattachés à l'hypnose. Une manière d'apprendre à développer certains attributs de l'hypnose profonde, de l'hallucination, d'une intensification de la concentration. Une façon aussi de vivre davantage l'hypnose par une imagination non pas construite, produite par un effort conscient, mais par une imagination spontanée, davantage issue de notre inconscient. Ce chapitre nous emmènera à la fois au XVIIIe et XIXe siècle. Le quatrième chapitre sera dédié à l'âge d'or de l'hypnose, entre les années 1880 et 1900, au temps des écoles de la Salpêtrière et de Charcot et l'école de Nancy qui vont forger alors le terme de psychothérapie. Ce sera l'occasion d'avancer davantage dans l'exploration d'un imaginaire de plus en plus spontané et d'effets hypnotiques qui vont encore monter en puissance. En écoutant ces audios, faites-vous du bien, lâchez les objectifs, faites confiance à vos processus d'autorégulation. Éventuellement, vous pouvez poser une intention sur chaque chapitre. Vous avez une angoisse, vous avez des idées noires, vous avez des blocages. Si l'exercice de l'auto-hypnose ne vous est pas contre-indiqué médicalement, posez avant chaque chapitre une intention, un objectif si vous préférez, et notez par exemple un ressenti de 1 à 10 au début d'un audio et à sa fin. Par exemple, si vous êtes à 7 sur 10 de ressenti d'une angoisse avant le premier audio, remesurez votre ressenti après l'expérience hypnotique. Bref, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle exploration hypnotique, même si je me demande comment vous saurez, lorsque vous aurez achevé l'écoute du dernier chapitre, que vous n'êtes plus en état d'hypnose et comment vous saurez que vous y êtes déjà avant même de vous en rendre compte consciemment, que cela commence avant même que vous vous posiez la question. Finalement, à quel moment l'hypnose devient encore plus profonde? J'espère en tout cas que vous prendrez autant de plaisir que moi à explorer le passé de l'hypnose. Très bonne exploration à vous.